Bonjour à tous ceux qui se connectent. Merci à tous de vous être connectés à ce webinaire de lancement de l'ouvrage sur les plantes exotiques envahissantes des Hauts-de-France. Je suis Clémence Hendrix, chargée de communication au Conservatoire botanique national de Bailleul. On va patienter une dizaine de minutes pour attendre tout le monde. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites questions techniques si vous avez des difficultés à nous suivre. Il y a un petit onglet discussion en bas de votre écran. Vous pouvez nous envoyer déjà vos questions à cet endroit-là. Pas d'inquiétude, vos micros, vos caméras, ils sont éteints. C'est normal en fait, hein, c'est pour éviter les bruits parasites. Merci de patienter un tout petit peu. On va commencer vers 10h10 concrètement. Et à l'écran, vous pouvez déjà voir Benoît Delangue, qui est chargé de mission scientifique au Conservatoire botanique national de Bailleul. Et vous pouvez voir Marie Angot qui travaille au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et Guillaume, mais qui n'est pas derrière sa caméra pour le moment. Et donc Thibaut aussi, Thibaut Poels qui travaille au Conservatoire botanique national de Bailleul, qui sera le passeur de questions ce matin. Alors, on a déjà quelques questions. Alors, on a eu la petite question par rapport à la diffusion d'un replay, donc j'ai apporté directement une réponse, mais il y aura un replay qui sera disponible à la suite. Donc en suivant un petit peu les infos, les inscrits recevront un lien via le replay de cet événement, et puis qu'on diffusera aussi largement ensuite, très largement via des articles sur le site du Conservatoire botanique. Tout à fait, ouais. Pensez bien à nous suivre pour avoir toutes les infos. Alors, nous sommes déjà 185 participants, donc merci beaucoup à tous. J'ai mis un petit message à tout le monde. On refera le début sans problème à ce moment-là. Alors, je me permets juste parce qu'on a une question, monsieur, alors Sven, audio ne fonctionne pas. Toujours pas, vous n'entendez rien? C'est parce qu'il y avait personne qui parlait, donc peut-être que pour vous, ça fonctionnait pas. On va continuer à tous parler entre nous, comme ça. Voilà, ça a bien commencé. Si, c'est bon, ok. On attend jusqu'à 10h10 pour commencer. Comme quand on fait ça en réel, il y a toujours un petit peu de retardataire, surtout que là, il y a les questions techniques, on va patienter un petit peu. Et on a bien la confirmation, donc que tout fonctionne. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des soucis, on est là aussi pour vous aider sur les problématiques un peu de connexion, s'il y en a. Logiquement, ça doit aller, mais n'hésitez pas. En tout cas, ça fait plaisir de voir tous ces bons jours qui arrivent. Voilà, on est content que vous soyez au rendez-vous. C'est une première pour nous, l'organisation d'un webinaire. C'est chouette de voir que cet outil vous convient, même si voilà, on préférerait vous avoir
en vrai. Mais bon, c'est aussi l'occasion d'avoir des gens de la France entière, hein. On a vu aussi des Belges qui s'étaient inscrits, donc c'est super. Donc, on attend encore quelques minutes pour commencer. Ah, on a des petits messages sympas. On ne vous voit pas, mais bon, ça fait plaisir de voir vos messages aussi. Alors, juste pour essayer d'utiliser, prioriser l'outil de discussion pour voilà, dire bonjour, c'est super chouette, bonjour à tous. Et puis voilà, pour poser les questions, etc., on essaye vraiment de passer par l'outil de discussion ou converser en fonction de comment vous êtes connecté, plutôt que par le petit outil question-réponse. Ça, voilà, ça va être plus simple dans la gestion. Alors, il y a une petite question. Nous, on peut parler, vous ne pouvez pas parler. On est trop nombreux. Mais n'hésitez pas effectivement à utiliser l'outil discussion, conversation. Ça va être plus simple pour tout le monde. On aimerait bien vous entendre tous, mais ça va être trop compliqué. Il y aura trop d'interférences. Donc, voilà. On, on a préféré utiliser cette technique. Bon, bah, comme promis, on avait dit qu'on commencerait à 10h10, il est 10h10, donc bonjour à tous et vraiment merci de vous être connectés à ce webinaire de lancement de l'ouvrage sur les plantes exotiques envahissantes des Hauts-de-France. Donc, je suis Clémence Hendrix et je suis chargée de communication au Conservatoire botanique national de Bayeul. Donc, on va vraiment pouvoir commencer maintenant. Petite info, ce webinaire est enregistré. L'idée, c'est qu'il puisse être en replay par la suite disponible sur notre site internet et sur les réseaux sociaux d'ici la fin du mois, on va dire. Voilà, donc vous pourrez retrouver tous ces échanges à ce moment-là. Donc, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, le Conservatoire botanique national de Bayeul, donc c'est une association loi 1901 d'intérêt général, donc qui a pour objectif la connaissance et la conservation de la flore sauvage et des végétations. Donc sur les territoires des Hauts-de-France, mais aussi celui de la Normandie orientale, donc l'ancienne Haute-Normandie. On a aussi une mission d'assistance auprès des pouvoirs publics et nous menons aussi des actions d'éducation et de formation auprès de différents publics. Donc, on tient vraiment aussi à remercier nos partenaires qui ont financé la réalisation de l'impression de l'ouvrage, que vous verrez tout à l'heure, donc qui sont l'Union européenne dans le cadre du FEDER 2014-2020. Ah, déjà, vous avez un petit aperçu. Donc, l'Adréal Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, mais aussi les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Merci beaucoup à eux. Donc, je suis disponible en fait toute la matinée avec mon collègue Thibaut Poels, que vous pouvez voir à l'écran aussi. Donc, si vous avez la moindre question, comme on le disait, vous pouvez utiliser l'outil discussion ou conversation pour certains. On a vraiment coupé les caméras, les micros pour que ce soit plus agréable et éviter tous les bruits parasites et les interférences.
Pour plus de confort, vous avez aussi un petit outil en haut de la fenêtre qui s'appelle affichage, normalement pour vous. Donc en haut à droite, vous pouvez aussi faire glisser le séparateur donc vers la gauche ou la droite pour modifier votre écran. Donc vraiment, mettez-vous à l'aise pour passer ce webinaire dans les meilleures conditions. Maintenant, rapidement, je vais vous donner le déroulé de la matinée. Donc, dans une première partie, on va écouter Benoît Delangue, donc mon collègue qui est chargé de mission scientifique au Conservatoire botanique national de Bailleul. Donc, il va nous donner quelques explications globales sur les plantes exotiques envahissantes, puis il présentera donc le guide. On prévoira un petit moment d'échange après ça. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions via l'outil discussion. On essaiera d'en sélectionner quelques-unes voilà, c'est Thibaut qui les sélectionnera et donc Benoît répondra à un maximum de vos questions. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour. Ensuite, dans un second temps, on aura Marie Angot du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et Guillaume Kotwika donc de l'Adréal Hauts-de-France qui vont vous présenter la stratégie d'intervention régionale relative aux plantes exotiques envahissantes. On refera un petit temps d'échange et on finira avec un point sur le centre de ressources régionales. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je passe donc la parole à Benoît. Hop, me voilà. Alors, bonjour à toutes et tous. Comme Clémence vous l'a dit, je vais commencer par vous présenter quelques généralités sur les exotiques envahissantes, le temps que je partage mon écran. Hop, pour arriver au PowerPoint. Voilà. Alors, comme Clémence l'a dit, je suis donc chargé de mission scientifique au Conservatoire botanique et référent sur la thématique des plantes exotiques envahissantes. Et je suis accompagné sur la thématique par deux collègues, Quentin Dumont en Picardie et Emmanuel Clairet, donc en ex-Haute-Normandie. Voilà. Alors, je commence donc par quelques généralités. Ça clarifiera les choses pour certaines personnes, puis c'est jamais inutile. Alors, tout d'abord, une plante exotique envahissante, c'est une plante exotique. C'est donc une plante qui a été introduite par l'homme en dehors de son aire de répartition, donc au contraire d'espèces indigènes. Alors, les plantes exotiques sont introduites par divers moyens, par divers voies. On peut citer tout ce qui est trafic de marchandises, commerce d'espèces, agriculture, chasse, pêche, etc. Et au cours de ces dernières décennies, avec l'augmentation des échanges mondiaux, on voit une augmentation croissante du nombre de ces espèces exotiques et donc de ces espèces exotiques envahissantes. Alors, pour reprendre le petit schéma sur la diapo, on a donc parmi toutes les espèces exotiques un certain nombre d'espèces qui arrivent à se maintenir brièvement en dehors de leur zone de culture. C'est ce qu'on appelle les espèces occasionnelles, donc accidentelles ou subspontanées. Parmi ces espèces occasionnelles, on a certaines espèces qui arrivent à subsister un peu plus durablement et qui arrivent à se reproduire. On passe alors au stade d'espèces naturalisées, de manière plus ou moins large ou plus ou moins ponctuelle. Et parmi ces espèces naturalisées, certaines espèces présentent une dynamique d'expansion forte et une capacité de formation de peuplement dense, que ce soit en milieu anthropisé ou en milieu naturel. Et ce sont ces espèces-là qui sont considérées comme étant des plantes exotiques envahissantes. Alors, ces espèces représentent donc une menace à la fois pour le bon fonctionnement des écosystèmes, notamment parce qu'elles dégradent les habitats et qu'elles concurrencent, voire qu'elles remplacent plus ou moins ponctuellement les espèces indigènes. Elles ont donc un impact potentiel à la fois écologique, mais aussi économique ou sanitaire. On le verra après. Juste une petite remarque, on a abandonné donc ces dernières décennies le terme d'espèces invasives, histoire de clarifier un peu plus les choses par rapport aux espèces indigènes. Alors, pourquoi ces espèces donc exotiques deviennent-elles envahissantes? Alors, je vais commencer par plusieurs caractéristiques biologiques, physiologiques. Alors, tout d'abord, elles présentent une croissance rapide. Donc, on peut citer l'exemple de la renouée, qui a des tiges qui peuvent pousser de 1 à 8 cm par jour, ce qui n'est pas négligeable.
Elle présente donc en plus des capacités reproductives importantes, alors des capacités reproductives au niveau de la reproduction sexuée, par exemple avec les lentes qu'on voit en photo en haut à droite, qui sur chaque arbre peut produire plus de 300 000 graines par an. Certaines ont également des capacités reproductives asexuées. On peut citer notamment la renouée, qui est quand même la plus connue et que je citerai plusieurs fois dans la présentation, qui présente de fortes capacités de bouturage avec la capacité de développer en fait de nouveaux pieds à partir de petits fragments. Mais on retrouve aussi un certain nombre de plantes aquatiques qui sont dans ce cas-là. Et enfin, il y a certaines espèces qui sont capables de produire des substances qui limitent le développement des autres à proximité, ce qu'on appelle l'allélopathie. Alors, en plus de ces facteurs, on va dire intrinsèques, ces espèces exotiques profitent de facteurs extérieurs, à savoir principalement la perturbation des écosystèmes, avec d'une part la déstructuration des végétations liée tout simplement aux activités humaines avec l'exploitation, les cultures, l'urbanisation, etc., etc. Et on a également le problème, entre guillemets, de l'eutrophisation généralisée des sols et des eaux, c'est-à-dire l'augmentation des concentrations en azote et en phosphore, qui sont favorables donc aux espèces à fort développement de biomasse. Alors je voudrais préciser ici qu'on a un certain nombre d'espèces indigènes qui présentent tout ou partie de ces caractéristiques. D'ailleurs, certaines espèces indigènes chez nous, qui sont bien intégrées dans leur environnement, qui n'ont pas de comportement particulier, etc., présentent un comportement envahissant ailleurs. Et pourtant, ces espèces indigènes n'ont pas un développement aussi spectaculaire chez nous. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines espèces présentent un développement aussi important lorsqu'elles ont été déplacées à l'autre bout du monde? Alors, quand on importe certaines espèces exotiques, on n'importe pas avec elles les espèces qui ont l'habitude de les consommer, donc ça peut être des herbivores, des insectes, ou bien les organismes qui rendent cette espèce exotique plus faible, qui lui causent des maladies comme les bactéries et les champignons. Alors, tous ces organismes, en fait, ce sont ce qu'on appelle des organismes régulateurs. Et en l'absence de ces organismes régulateurs, en fait, ces espèces donc ont un développement qui n'est plus freiné. Et ça leur permet donc de prendre le dessus sur les espèces indigènes. Donc voilà sur les caractéristiques des espèces envahissantes. Je vais revenir vite fait sur les impacts que causent ces espèces. Alors tout d'abord les impacts sur les écosystèmes. Alors pour les espèces aquatiques, elles ont tendance à monopoliser en fait toute la surface du cours d'eau ou du plan d'eau, ce qui fait qu'on n'a plus de lumière en dessous, ce qui fait que toutes les espèces, que ce soit de la faune ou de la flore, en dessous ont tendance à décliner largement. Alors en plus, pour ces espèces aquatiques, pour un certain nombre, elles ont tendance à avoir une grande partie de leur partie aérienne en fait, qui ne subsiste pas pendant l'hiver. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une quantité de biomasse assez importante qui se dépose sur le sol et qui entraîne donc encore une augmentation de l'eutrophisation et de la sédimentation. Alors, au niveau des espèces terrestres, elles forment des herbiers monospécifiques, c'est-à-dire avec plus qu'une seule espèce. Vous avez un bon exemple avec la photo en bas à droite de la renouée de Bohème, donc qui est une hybride entre la renouée du Japon et la renouée de Sakhaline. Enfin bref. Et ces herbiers monospécifiques entraînent donc une disparition locale des espèces et des végétations, notamment que ce soit des prairies ou autres. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les exotiques envahissantes entraînent également des impacts sur les activités humaines. D'une part, par exemple, pour les aquatiques, elles peuvent entraver la circulation de l'eau, empêcher la navigation ou empêcher la pêche, par exemple. Et pour les espèces terrestres, elles peuvent causer des problèmes au niveau du réseau routier, on peut reprendre la renouée qui s'installe juste au bord des routes et causer ponctuellement des problèmes de visibilité. On peut avoir aussi pour les espèces qui s'installent au niveau des berges une déstabilisation des berges.
On peut également observer pour certaines espèces une perte de la qualité fourragère dans les prairies, donc avec par exemple certaines espèces qui sont toxiques pour le bétail, comme le forbe de Sarato. Et enfin, au niveau des impacts, ce coup-ci sanitaires, on peut citer l'exemple de la berce du Caucase, qui, lorsque ça sève et en contact avec notre peau, peut causer des lésions, des brûlures. Ou encore, on peut citer l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui entraîne de fortes allergies, son pollen étant fortement allergisant. Voilà pour les quelques généralités. On en arrive dans le vif du sujet avec la présentation donc de la nouvelle édition du guide. Alors, on en est donc à notre 3e édition, donc en 2020, la première ayant été publiée en 2011, la deuxième en 2015. Alors, on fait des mises à jour assez régulières, il y a de bonnes raisons pour cela. D'une part, pour prendre en compte la dynamique de propagation forte des plantes exotiques envahissantes, et en plus, on prend en compte également, on intègre l'arrivée régulière de nouvelles espèces, donc qui est liée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'augmentation des échanges mondiaux. Et par ailleurs, on est passé, en tout cas pour cette dernière édition, à l'échelle des Hauts-de-France, et non plus à l'échelle de notre territoire d'agrément. Bon, ça c'est plus une question de financement, donc, mais bon, c'est juste pour information en tout cas. Je vais parcourir le contenu maintenant de cette 3e édition de 2020, histoire de vous la présenter pour ceux qui ne la connaîtraient pas, et vous indiquer également les nouveautés. Alors, les premières pages concernent tout ce qui est définition et caractéristiques des plantes exotiques envahissantes. Donc ça, je viens de vous en parler, je ne vais donc pas m'attarder dessus. On a juste rajouté une page avec la liste des plantes exotiques envahissantes avérées à l'échelle des Hauts-de-France. Donc ça reprend une quarantaine d'espèces, plus ces sous-espèces et certaines variétés. Alors ce qu'on appelle plantes exotiques envahissantes avérées, en fait, ce sont des plantes exotiques qui ont un comportement envahissant et des impacts qui ont été avérés, qui ont été observés sur le territoire considéré. À côté de ça, on a les plantes exotiques envahissantes potentielles, qui n'ont pas encore de comportement envahissant ou d'impact qui ont été observés, mais qui ont par contre, on peut pressentir en tout cas, un futur comportement envahissant. Et on intègre également dans les plantes exotiques envahissantes potentielles les espèces qui sont considérées comme des plantes exotiques envahissantes dans les régions limitrophes. Alors une petite diapo un peu lourde au niveau du contenu, je m'en excuse, mais en même temps elle concerne la réglementation, donc c'est assez cohérent. Alors, la réglementation fait effectivement partie des nouveautés de ce guide 2020. On reprend dans les grandes lignes, de manière plus claire possible, les réglementations européennes et nationales, avec notamment l'indication comme quoi il y a 2 listes d'espèces, de niveaux de réglementation avec leurs contraintes associées. Un niveau 1, donc qui correspond à l'article L411-5, qui n'entraîne qu'un type d'interdiction, l'interdiction d'introduction dans le milieu naturel, et le niveau 2, donc là qui implique un certain nombre d'interdictions, donc de détention, de transport, de vente, d'achat, etc. Sachant que pour le moment, au niveau des plantes exotiques envahissantes réglementées, toutes sont classées dans le niveau 2. Alors, on a donc 13 espèces réglementées qui sont présentes dans les Hauts-de-France. Et toujours pour prendre en compte l'arrivée régulière de nouvelles plantes exotiques envahissantes, il est prévu l'ajout régulière de nouvelles espèces dans ces listes d'espèces réglementées. Bon, il y en a déjà eu des ajouts d'ailleurs, notamment au niveau européen. Et la première mise à jour, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, aura lieu, Guillaume me contredira si je me trompe, en 2021. Alors, dans le guide, on reprend également des éléments sur l'encadrement réglementaire des opérations de lutte et de la gestion des déchets. On décrit notamment les situations qui nécessitent ou non le passage par un arrêté préfectoral. Ça dépend si, notamment, il y a une injonction préfectorale, si on a un accord ou non avec le propriétaire dans le cadre de parcelles privées, si on a des questions de sécurité publique et autres.
Bon, il faut savoir que si on passe par un arrêté préfectoral, il faut également passer par un avis du CSRPN, donc c'est pas anodin. Alors, petite précision aussi, lorsque on souhaite transporter des plantes exotiques envahissantes vers leur site de destruction, l'autorisation préfectorale spécifique n'est pas nécessaire. Et enfin, un dernier point concernant les déchets liés au chantier de lutte des plantes exotiques envahissantes. D'après la réglementation, leur valorisation est obligatoire. Néanmoins, la filière est très loin d'être bien mise en place, notamment dans les Hauts-de-France. Donc, des dérogations sont quand même possibles. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un document au niveau national qui est à paraître et qui sera édité et qui est réalisé par l'UICN, donc par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, voilà pour cet aspect réglementation. J'en viens maintenant aux fiches espèces. Quelques généralités, quelques chiffres. On en est maintenant, avec cette 3e édition, à 34 fiches espèces, sachant qu'on était à 20 fiches dans celle de 2011 et à 30 fiches dans celle de 2015, oui. Alors, dans ces 34 fiches, en fait, certaines fiches concernent plusieurs espèces ou intègrent des hybrides également. C'est donc plus ou moins, c'est donc 39 espèces qui sont prises en compte dans ce guide, dans cette édition du guide, plus 2 hybrides. Je vais parler très brièvement de certaines nouvelles fiches espèces. Alors, principalement, les espèces qui ont été ajoutées sont des espèces émergentes qui sont à surveiller. On peut citer notamment la landoltie ponctuée, donc qui est en haut à droite en photo, qui ressemble beaucoup à nos petites lentilles d'eau. Donc elle est pour le moment absente des Hauts-de-France, mais elle est présente, elle a été observée un peu partout en France déjà, enfin dans plusieurs endroits en France. C'est donc une espèce à surveiller, en tout cas dans nos milieux. Il est possible qu'elle soit déjà présente. Alors, autre espèce, la Lyndernie fausse graciole, qui elle est émergente, qui est présente, qui a été observée depuis 2015 ou 2016 sur la rivière de l'Oise notamment, qui est présente maintenant sur une dizaine de kilomètres de linéaire. Et enfin, la Wolfie de Colombie, alors là qui est en photo à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ça correspond au fait aux petites boules. Donc, ça correspond aux espèces de plantes à fleurs les plus petites à l'échelle européenne. Alors, il faut savoir qu'on a une espèce qui est présente de manière indigène chez nous, donc qui est la petite lentille d'eau sans racines, donc la Wolfia arisa, qui est présente également. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, et pour les distinguer, il faut les observer au microscope. Donc, il y a déjà eu des premières mentions dans les Hauts-de-France de la Wolfie de Colombie, donc en 2020, mais il est fort probable que cette espèce soit sous-observée. Alors, ensuite, suite aux fiches espèces, on a également ajouté des mentions de plantes exotiques envahissantes potentielles. Donc, ce sont des espèces qui, pour la plupart, sont présentes depuis un certain temps sur le territoire ou qui sont présentes largement sur le territoire, mais qui ne présentent pas de comportement invasif avéré. Alors, on a rajouté l'Asclépiade de Syrie, qui est très peu présente, avec juste quelques mentions dans les Hauts-de-France, avec un comportement invasif qui n'est pas encore observé, mais on l'a rajouté étant donné que c'est une espèce qui est réglementée. Alors, j'en arrive à un exemple de fiche espèce. Bon, j'ai pris l'hydrocotie, la feuille de renoncule, qui pose problème en ce moment dans le département du Nord, dans l'Avesnois. Alors, dans cet exemple, je vais vous montrer donc, je vais vous redécrire tout d'abord globalement les fiches, enfin le contenu en tout cas d'une fiche, et évoquer les nouveautés qu'on y retrouve. Alors, tout d'abord, on retrouve un logo sur certaines espèces, pour les espèces concernées en tout cas, pour indiquer que ce sont des espèces qui sont concernées par la réglementation.
soit européenne ou nationale. Autre petit changement qui a eu lieu, qui peut paraître anodin, mais ça permettra de vous y retrouver. On a mis à jour les noms scientifiques des espèces en prenant en compte la mise à jour de notre catalogue floristique il y a quelques années maintenant. Pour vous citer un exemple, je reprends toujours la renouée. Son nom de genre, c'était Fallopia. On est passé maintenant au nom de genre Renutria. Donc voilà, il y a quelques fiches qui ont été modifiées dans ce sens. On retrouve ensuite un paragraphe sur l'origine et l'historique des plantes exotiques envahissantes considérées. Ça, forcément, c'est assez stable. Par contre, on retrouve également donc, une description de la répartition de chaque espèce dans les Hauts-de-France, avec une aire de répartition, une carte d'aire de répartition. Alors, je vais revenir dans les 2 diapos suivantes pour vous montrer 2 exemples de ces aires de répartition et de leur évolution. Et enfin, on retrouve sur cette page donc les critères de détermination pour bien reconnaître ces espèces, avec quelques illustrations, quelques bonnes illustrations pour pouvoir vous aider dans vos déterminations. Alors, j'en viens à la diapo suivante. Concernons donc 2 exemples sur les aires de répartition. Alors, bon, j'avoue que les exemples, on les a pas choisis au hasard. On a pris les évolutions qui sont les plus flagrantes. Donc, le premier exemple, le myriophile hétérophile, donc qui est présent principalement dans la vallée de la Somme. Alors, c'est l'espèce qui a la plus forte dynamique dans les Hauts-de-France et de loin. Elle était présente uniquement, enfin, elle était observée uniquement en 2015 sur 6 communes. On est passé à 37 communes en 2020. Donc effectivement, c'est une espèce qui explose et qui ne se cantonne plus maintenant à la partie picarde des Hauts-de-France, vu qu'elle a été observée dernièrement par VNF dans le département du Nord. Autre exemple qui est un peu moins flagrant, la crassule de Helms. Moins flagrant peut-être, mais elle a quand même doublé le nombre de communes où elle est présente en 5 ans, ce qui n'est pas négligeable. Donc on est passé d'une dizaine de communes à 21. Il est temps d'ailleurs, petit message personnel, que cette espèce rejoigne la liste des plantes exotiques envahissantes réglementées, vu des problèmes de gestion qu'elle peut causer. Alors, on passe à la suite. Donc, les 2 dernières pages d'une fiche espèce. On retrouve, comme dans l'édition de 2015, une partie sur les taxons ressemblants pour éviter les confusions, surtout concernant les espèces qui sont d'intérêt patrimonial ou les espèces protégées. On retrouve ensuite des parties sur la biologie et l'écologie et les modes de propagation des espèces, histoire de pouvoir se rendre compte, d'avoir une idée en tout cas des risques de propagation de ces espèces. Et enfin, sur cette page, une partie sur les impacts associés à la présence de l'espèce considérée, à la fois sur l'environnement, mais aussi sur l'économie et les activités humaines et sur la santé. Alors, la page suivante concerne tout ce qui est plan d'action, donc les mesures préconisées pour chaque espèce. On est resté volontairement à un niveau de précision moyen, entre guillemets. On peut pas être plus précis dans le sens où il peut y avoir, enfin, il y a toujours des ajustements à réaliser, à prendre en compte en fonction des caractéristiques des stations. Alors, je voudrais juste profiter en tout cas de l'affichage de cette page-là pour rappeler quelques généralités sur les mesures de gestion à mettre en œuvre. Tout d'abord, il est important de privilégier une intervention rapide. Ça augmentera les chances d'avoir un résultat positif, d'une part, et d'autre part, ça limitera les ressources mises en œuvre, que ce soit financières ou humaines. Ensuite, il est important aussi de mettre en œuvre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter la contamination des zones situées à proximité avec les déchets du chantier. Et enfin, il est également important de maintenir une veille de la zone gérée sur plusieurs années pour éviter une reprise de l'espèce qui a été traitée. Voilà, alors j'espère vous avoir mis un peu l'eau à la bouche concernant ce guide. J'en viens donc à l'aspect disponibilité. Alors d'une part,
le guide est dispo via un envoi postal. Vous pouvez faire la demande dans ces cas-là au Conservatoire botanique. Il est également disponible chez nos partenaires, donc directement chez nos partenaires, donc notamment à l'Adréal, à la région et au département. Il est disponible également directement à Bailleul au Conservatoire botanique. Et il sera mis à disposition également aux colloques et aux journées techniques où nous participerons. Alors, petit aspect financier, le guide est gratuit. Les coûts d'envoi par la poste s'élèvent à 10 €, si je ne m'abuse. Alors, il y aura également une version PDF qui sera disponible incessamment sous peu. Cet après-midi, normalement, Clémence me confirmera cette date-là. Donc disponible sur le site du Conservatoire botanique notamment. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation du guide. Je rends la parole à Thibaut et Clémence. Ben, merci Benoît, c'était très intéressant. J'espère que cela vous a plu. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs questions qui avaient été données dans l'onglet discussion, quelques-unes dans questions-réponses aussi, mais privilégiez vraiment l'onglet discussion, s'il vous plaît, ce sera plus simple du coup pour répondre à tout. Donc voilà, je pense que Thibaut a sélectionné quelques questions. Je te laisse les poser à Benoît. Ouais, alors des questions qui portent sur différents aspects, notamment, alors quelques questions, on va dire, de base. Une question notamment, comment distinguer, comment savoir quand une plante exotique envahissante, en fait, prend le pas sur les espèces indigènes? Au final, comment on caractérise une espèce exotique envahissante par rapport au fait qu'elle prenne le pas sur l'indigène? Alors globalement, comme je le disais tout à l'heure, elles ont une capacité à produire des peuplements denses, des peuplements vraiment quasi monospécifiques. En gros, elles ont tendance à non seulement euh, rentrer en compétition, ça c'est normal avec toutes les espèces exotiques, mais elles prennent le pas carrément et elles entraînent une disparition locale des espèces indigènes. Voilà, globalement, c'est comme ça qu'on voit. Après, il y a un certain nombre d'espèces qu'on considère comme exotiques envahissantes potentielles, qui là ont tendance à se propager largement, mais qui ne produisent pas ces herbiers denses et qui laissent encore de la place, en tout cas, aux indigènes. Donc Voilà. c'est vraiment à l'observation au final qu'on se rend compte que les espèces font des colonies importantes et du coup ont un impact au final sur l'écosystème. Et en fait du coup ça en vient à la question suivante qui est quelle distinction il y a entre une plante exotique potentielle ou une émergente à surveiller? Alors, bon, ça, j'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure. Mais globalement, les potentiels, les émergentes, globalement, à surveiller sont des exotiques envahissantes potentielles. Globalement, les émergentes, on peut les intégrer. En tout cas, c'est une sorte d'exotique envahissante potentielle. Je crois que globalement, je peux résumer ça comme ça. Ok. Alors après il y avait une question, pourquoi que 13 espèces réglementées? Oui, pardon. Pourquoi que 13 espèces réglementées? Alors là, forcément, ça ne dépend pas que du Conservatoire botanique, bien loin de là. Ça dépend de. J'en reparlerai tout à l'heure également, d'ailleurs. Ça ne prend pas en compte, en fait, que les aspects scientifiques. Ça prend également en compte tout ce qui est aspect humain entre guillemets et notamment la capacité de l'homme à agir sur les exotiques envahissantes, sur les espèces considérées. Un bon exemple, je reviens sur la renouée, qui est une espèce qui est déjà très très largement présente sur le territoire. Et c'est pour ça que, pour le moment, en tout cas, elle n'a pas été intégrée dans la liste des réglementés, tout simplement parce que de toute façon, il est maintenant plus envisageable, et depuis un certain temps déjà, d'en venir à bout. Donc, il y a certaines espèces pour lesquelles c'est pas la peine, en tout cas, d'agir dessus, ou en tout cas, elles ne font plus partie des priorités. Et c'est ça, c'est qu'on a priorisé les choix en fait. Tout à fait. Alors ensuite, j'avais des questions par rapport à la valorisation des déchets. Parce que
quelle valorisation potentiellement il peut y avoir. Et après, on a demandé également le texte qui stipule cette réglementation, mais je pense que ça, c'est précisé dans le guide et dans les articles. Oui, c'est précisé dans le guide, effectivement, Ouais. et j'avoue, je n'ai pas le nom des articles ou des arrêtés qui concernent, enfin je l'ai pas en tête en tout cas. Ensuite, au niveau des valorisations, le terme potentiel me convient bien, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce que pour le moment, au niveau de la filière, c'est loin d'être euh, bien mis en place, en tout cas. On parle beaucoup de mise en compost ou de méthanisation, en tout cas. Après, à mon avis, il y a d'autres valorisations que j'ai pas en tête, mais en tout cas, c'est ce qui est beaucoup évoqué. Étant donné que ça produit une biomasse importante, c'est vrai que c'est quand même c'est quand même favorable en tout cas à ce genre de choses. Et alors après, alors il y avait plusieurs questions qui se regroupent un petit peu. C'est notamment en termes d'actions. Alors d'une part, quelles actions du CBN pour accompagner les communes qui ont besoin de lutte? Est-ce qu'il y a des aides de financement pour les communes? Voilà, et du coup, quand il y a ces apparitions, un petit peu globalement, comment on peut se faire accompagner, comment on peut se faire aider, tant techniquement, scientifiquement que économiquement? Je vais pour le moment répondre très brièvement, tout simplement parce que on pourra donner une réponse plus complète suite à la deuxième présentation donc de Marie et Guillaume sur la stratégie régionale relative aux exotiques envahissantes. Brièvement, en tout cas au niveau scientifique, ce que nous on peut faire déjà, c'est apporter un appui technique de connaissances. On est très régulièrement sollicité, effectivement, que ce soit pour de la détermination de certaines espèces, pour s'assurer que ce sont bien les exotiques envahissantes ou non. Et deuxième point, on aide, en tout cas, on indique des préconisations de gestion. Comme je le disais tout à l'heure, sur le guide, ce sont des préconisations globales en fonction de la situation de la station. On peut apporter plus d'informations, en tout cas. Donc voilà les deux points principaux, en tout cas, sur lesquels on peut apporter des choses. Mais encore une fois, je pense qu'on pourra compléter la réponse suite à la présentation de Marie et Guillaume. Mhm. Alors après, beaucoup de questions sur des espèces en particulier, etc. Mais c'est vrai que ça, je pense que vous retrouverez énormément de réponses en consultant le guide, notamment des questions sur le but de l'EIA, des choses, par exemple, je voyais une question également sur le Sénesson du Cap. Voilà, c'est des choses que vous retrouverez dans le guide. Et où après, bien sûr, si des questions persistent, il ne faudra pas hésiter à nous consulter, à solliciter, à consulter ce qui va vous être présenté après, notamment via le centre de ressources. Vous trouverez encore énormément d'informations sur ces éléments-là. Voilà, je pense qu'on va pouvoir poursuivre. Et puis, ouais, on a fait le tour globalement de grosses questions. Et puis, le reste, on pourra les retrouver sur les documents mis à disposition ensuite. Juste pour parler de celle-là, technique à base d'huile essentielle de cèdre sur la renouée du Japon. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais. je ne sais plus quel asso avait testé ça pendant un certain temps. Le problème, c'est que cette association a été dissoute depuis quelques années. Et jusqu'ici, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de suivi à moyen terme de la réaction de la renouée face aux huiles essentielles. Et j'ai entendu, dans les années qui ont suivi ces premiers tests, un certain nombre d'agglos, si je ne m'abuse, agglomérations ou d'autres organismes en tout cas, qui allaient faire des tests également. Par contre, je n'ai eu absolument aucun retour à ce sujet. Donc, j'avoue, pour le moment, il m'est difficile en tout cas d'apporter plus de précision là-dessus. Au contraire, si certaines personnes parmi les participants ont un peu plus d'infos, on est preneur. Il y avait eu des travaux, la communauté aglo Béthune Bruet voulait relancer un petit peu les expérimentations il y a de ça quelques années, mais je ne pense pas qu'ils l'aient fait au final.
Non, vu que j'ai eu un retour de leur part Ouais. dernièrement et ils demandaient des infos dessus. Donc Et voilà. alors, j'ai une deuxième question qui est une dernière question. Après, je laisse, je laisse Marie et Guillaume. Juste où la question, et elle va alors rebondir un petit peu par rapport aux stratégies régionales, etc. Une question de sous-estimation potentielle de répartition des espèces sur les territoires. Est-ce que nos cartes, les cartes qui sont présentées là, présentent la réelle répartition des espèces sur notre territoire? Est-ce qu'il y a encore une sous-estimation, une méconnaissance sur des territoires? Oh bah oui, il y a forcément une certaine sous-estimation, hein. Bon, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que d'une part en interne, on intègre dans notre base de données le maximum d'observations. On a la chance ensuite également d'avoir un certain nombre de partenaires et de collaborateurs qui nous transmettent leurs données. Néanmoins, on ne peut pas être partout en termes de botanistes, donc forcément qu'il y ait une sous-estimation, ça c'est clair. Et plus on aura de retours d'informations de la part de tous les acteurs au niveau locaux, plus on arrivera à une aire de répartition qui est valable, entre guillemets. Très bien. Bon, merci Benoît. Donc, alors, il y avait encore des questions. Encore une fois, vous aurez aussi les réponses, notamment dans le guide. Vous allez avoir des réponses qui vont arriver dans les présentations qui vont venir. C'est pour ça qu'il y en a qui sont volontairement laissés un peu de côté aussi. Et puis, n'hésitez pas hein, à continuer à utiliser le fil des discussions. Et puis, on essaye au fur et à mesure soit d'apporter les réponses en direct, soit de soumettre les questions ensuite à nos chers présentateurs. Voilà, je laisse poursuivre. Donc, je vais prendre la main. Merci Thibaut et merci Benoît pour cette présentation. Je voulais remercier aussi quand même le conservateur botanique pour l'organisation de ce webinaire et qui permet aussi d'avoir un peu une fenêtre et de communiquer sur ce travail justement qui commence d'élaboration de la stratégie régionale relative aux espèces exotiques envahissantes. Donc, on va faire la présentation à deux voix, donc avec Marie Angot du Conservatoire d'espaces naturels, que je vais laisser se présenter tout de suite. Oui, bonjour à tous. Donc, Marie Angot, je suis donc chargée de mission scientifique espèces exotiques envahissantes au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Merci Marie. Merci Marie. Donc, moi, c'est Guillaume Codvica, je suis chargé de mission connaissance à la DREAL des Hauts-de-France. Donc, on va faire un petit point, comme je l'ai dit, sur la stratégie régionale relative aux exotiques envahissantes. On fera un zoom un petit peu plus important sur la flore, puisqu'on est quand même dans le cadre de ce webinaire et du lancement de la brochure. Donc, on va zoomer un petit peu plus sur l'activité du Conservatoire botanique et sur les plantes exotiques envahissantes. Donc, concernant donc la stratégie, donc il y a une stratégie nationale qui a été élaborée en 2017 relative aux espèces exotiques envahissantes, qui comporte 5 axes et 12 objectifs et qui vise à la protection des milieux et des espèces autochtones associées. Donc le pilotage en région a été confié par la DEB, Direction Eau et Biodiversité du ministère, au DREAL. Et nous, la DREAL, on a fait le choix de donner l'animation au Conservatoire d'espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais dans un premier temps, parce que de toute façon, il allait devenir Hauts-de-France et que c'était important d'avoir une structure présente sur l'ensemble de la région. Mais aussi parce qu'en fait, il y avait un travail mené déjà par le Conservatoire d'espaces naturels sur la faune exotique envahissante, et aussi parce que le conservatoire est aussi un gestionnaire. Donc en 2020, il y a eu en septembre 2020 le recrutement de l'animatrice, donc de Marie au Conservatoire d'espaces naturels, donc sur une mission qui consiste à un appui à l'élaboration de la stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes et aussi ensuite son animation, et également la structuration et la mise en réseau, puisque le réseau est aussi important dans le cadre de la lutte contre les exotiques envahissantes. Et donc en 2021, le lancement de l'élaboration de la stratégie régionale. Donc, comme on a pu le voir dans la présentation de Benoît, il y a beaucoup d'espèces dans les Hauts-de-France, de nombreux enjeux, des espèces émergentes à surveiller. Donc, c'est donc tout l'intérêt de mettre en place une stratégie qui va permettre de mieux coordonner les actions, mais aussi les acteurs, et d'améliorer la gestion des espèces exotiques envahissantes sur le territoire.
Donc là, on vous présente un petit peu, mais Benoît l'a dit tout à l'heure, hein, sur la flore, il y a 40 espèces avérées, 41 espèces potentielles, des espèces émergentes comme la lingardie ou Wolfie Colombie qui sont à surveiller. Sur la faune, donc, on a 42 espèces qui sont recensées sur le territoire. Sur le diagramme qui est à droite, on vous présente un petit peu uniquement les espèces réglementées. Donc, elles sont au nombre de 29 sur le territoire des Hauts-de-France. Donc, 29 espèces réglementées UE qui sont réparties, comme on peut le voir, dans différents groupes, mammifères, insectes, oiseaux, etc. Donc, des problématiques aussi multiples sur le territoire. Benoît l'a présenté sur le canal de la Somme, donc effectivement qui fait des herbiers monospécifiques et qui impacte tout le cortège, mais qui a aussi des impacts puisqu'il entrave la navigation. L'hydrocotier, la feuille de renoncule sur la Sambre, un peu les mêmes impacts que le myriophylle. Et si on parle un petit peu faune, on a une population de Xenoplis qui a été découverte en 2018, sur lesquels on peut encore espérer agir, puisque pour l'instant, il y a eu des tests d'ADNE qui ont permis de montrer que l'espèce, pour l'instant, ne s'était pas propagée dans les mares voisines. Donc, on peut encore espérer sur ces populations-là, puisqu'on est encore dans une détection précoce, pouvoir agir efficacement. En lien, on a aussi des indicateurs qui sont aussi importants par rapport à toutes ces problématiques. Et l'Observatoire régional de la biodiversité a sorti dans son état des lieux de 2019 2 fiches indicateurs sur les plantes exotiques et sur également la faune exotique envahissante. Ça nous permet, au travers de cartos, de voir un petit peu la répartition des espèces sur le territoire, le nombre d'espèces, par exemple, par commune. Donc, on a différents chiffres et ça nous permet de suivre un petit peu l'état d'avancement et faire un peu un état des lieux des espèces exotiques envahissantes sur le territoire des Hauts-de-France. Donc, adossé à l'élaboration de cette stratégie, il faut une gouvernance régionale. Et à ce titre-là, en fait, en 2020, en juin 2020, il y a la gouvernance régionale de la biodiversité qui s'est mise en place donc en juin. Et en fait, son objectif, c'est une organisation en fait, qui regroupe tous les acteurs qui œuvrent en faveur de la biodiversité. Donc, ça a pour objectif d'apporter plus de lisibilité, une meilleure cohérence des actions, mais aussi des moyens, tout en associant l'ensemble des partenaires. Donc, cette gouvernance régionale, pour l'instant, elle traite différents sujets qui sont la connaissance, par exemple avec le SINP, également la mobilisation des acteurs, l'éducation à la biodiversité et géodiversité, le réseau des gestionnaires et d'espace, et une brique qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, les espèces exotiques envahissantes. Donc, toutes ces briques sont en lien avec ce que vous pouvez voir en bas du schéma, avec un socle d'acteurs, de partenaires, de territoires qui interagissent et qui ont des actions sur l'ensemble de ces 5 thématiques. Si on zoome un petit peu plus sur l'organisation de la brique sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, comme je l'ai dit, un pilotage de l'ADREAL, une animation qui a été confiée au Conservatoire d'espaces naturels, un groupe qui est un peu la cheville ouvrière, qui est ce qu'on appelle le GEST, qui est le groupe d'expertise scientifique et technique. Donc ça, c'est un groupe un peu plus resserré avec différents acteurs qui ont été choisis pour leur implication très forte sur la thématique des espèces exotiques envahissantes. Et ce groupe, en fait, il va travailler notamment sur l'élaboration de la stratégie, l'organisation de la veille, qui travaille aussi sur l'élaboration et les méthodologies de hiérarchisation des espèces. Donc, un groupe un petit peu plus large que vous retrouvez en dessous, qui est le comité de coordination. Là, qui va être plus partenarial, on va retrouver l'ensemble des acteurs du territoire qui agissent sur les espèces exotiques envahissantes. On peut citer les gestionnaires, les conseils départementaux, les CPIE, l'ONF, etc., etc. Je ne vais pas citer tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment de regrouper l'ensemble au sein de ce comité, l'ensemble des acteurs qui vont agir sur les espèces exotiques envahissantes et que l'ensemble de ces acteurs participent à l'élaboration de la stratégie. Ce comité, il a aussi pour objectif, évidemment, de faire remonter toutes les problématiques de terrain et de partager un petit peu tout ce qui pourrait être mis en place
au niveau de la stratégie régionale. Donc, en lien, ces deux, que ce soit le geste ou le comité de coordination, chacun anime son réseau. Donc, voilà, très important qu'il y ait une animation de chacun, de son réseau et du territoire. Un outil aussi qui sera un outil de communication, qui est le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes des Hauts-de-France. Ça, on y reviendra ensuite. Donc là, dans le cadre de la stratégie, il y a déjà eu des choses qui ont été faites. Tout d'abord, en septembre, avec le recrutement d'une animatrice. Ensuite, en octobre, la mise en place du groupe que je vous ai présenté juste avant, le geste. Une première réunion en novembre où le choix des méthodologies d'hiérarchisation a été arrêté. On reviendra un petit peu plus loin après. Il y a eu aussi un bilan d'une enquête qui a été menée sur l'ensemble des partenaires des Hauts-de-France, donc sur des thématiques qui sont surveillance, gestion, communication, sensibilisation et formation. Donc le bilan a été réalisé et il est disponible en ligne. Donc en fait, tous les partenaires, il y a un peu plus de 200 structures qui ont été sollicitées, donc pour voir un petit peu ce que chacun faisait déjà sur les espèces exotiques envahissantes, mais aussi où ils voulaient s'inscrire plus tardivement dans le cadre de l'élaboration de la stratégie. Adossé donc à ce bilan, il était important de faire un état des lieux. Donc, il y a eu un état des lieux 2020 qui a été réalisé, qui reprend un peu différentes définitions, qui fait un point sur l'état de la réglementation également, la stratégie, donc qui parle un petit peu de la stratégie nationale, mais aussi comment va être mise en place la stratégie régionale. Un point aussi de gouvernance, hiérarchisation, et qui liste une partie des actions. Voilà, il n'a pas été possible d'être exhaustif, mais ce sera quand même aussi l'idée dans le cadre de la stratégie, c'est de partager vraiment ce que tout le monde fait, toutes les actions, pour pouvoir avoir un maximum de retours d'expérience et d'alimenter la stratégie. Et donc, aujourd'hui, en janvier 2021, il y a la mise en ligne du Centre de ressources des espèces exotiques envahissantes à l'échelle des Hauts-de-France. Voilà pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Marie pour la suite. Merci Guillaume. Donc maintenant, Guillaume vous a présenté le contexte derrière l'élaboration de cette stratégie régionale. Je vais à mon tour vous présenter la démarche qui sous-tend cette stratégie. Donc, dans un premier temps, l'objectif, c'est vraiment que cette stratégie soit la plus effective possible durant toute la période de sa mise en œuvre. Donc, qu'elle soit opérationnelle et fonctionnelle. Et ça implique qu'elle soit collaborative et construite par l'ensemble des acteurs régionaux pour que, d'une part, les actions qui s'inscrivent dans le cadre de cette stratégie répondent à une demande ou soient proposées par les acteurs eux-mêmes. L'idée étant qu'elle soit pertinente et qu'elle s'adapte, qu'elle réponde aux enjeux du territoire. Et donc, on parle effectivement d'une stratégie régionale relative aux espèces exotiques envahissantes et non pas d'une stratégie de gestion, d'une stratégie de lutte. Donc, ça implique qu'elle va couvrir l'ensemble des domaines de compétences. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de la gestion, on va aussi parler de prévention, mais on va aussi parler de communication, de formation. Et finalement, on va reprendre du coup les 5 axes de la stratégie nationale, donc, que je vais vous présenter ci-après. Donc, on va effectivement parler de prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. On va parler également de gestion des espèces et de restauration des écosystèmes, mais aussi on veillera à améliorer la mutualisation des connaissances et la connaissance qu'on a de ces espèces. Le 4e axe va viser à améliorer la communication, la sensibilisation, mais aussi la mobilisation des publics et leur formation. Et enfin, le dernier axe s'intéresse à la gouvernance. Donc, on a une mise en œuvre qui va durer 5 ans, donc de 2021 à 2026. L'idée étant que cette stratégie régionale soit finalisée au second semestre 2021. Et donc, afin effectivement de canaliser l'énergie et le dynamisme derrière l'élaboration de cette stratégie, on a choisi de l'élaborer en plusieurs étapes. La première étape consistant à proposer les objectifs et les sous-objectifs qui permettront de construire la stratégie. Donc, cette première étape, elle va se terminer début février. Et donc, c'est une étape qui est menée par le groupe d'expertise scientifique et technique dans un premier temps. Dans un second temps, au cours d'une seconde étape, on demandera à l'ensemble des acteurs régionaux de proposer des actions
Donc, on parle de comité de coordination, c'est ce dont a parlé Guillaume dans la présentation précédente. Et donc, c'est une étape qui aura lieu sous la forme d'une journée technique entre avril et mai, en fonction, bien évidemment, de l'évolution des conditions sanitaires. Mais c'est une étape qui vous permettra effectivement de collaborer et de partager vos actions, ce dont vous avez envie de faire dans le cadre de cette stratégie. Donc, on aura une première version de la stratégie régionale qui verra le jour en juin 2021, avec donc une version finale plutôt en novembre et effectivement des versions intermédiaires entre-temps. Alors, je vous ai effectivement dit que l'idée est que ces stratégies soient construites de façon collaborative. Pour autant, il y a déjà des grands objectifs qui ont été identifiés. C'est le cas pour chacun des axes de la stratégie, notamment pour l'axe de prévention. L'un des premiers objectifs va être de prioriser les mesures de gestion, puisqu'on sait qu'il est impossible d'intervenir dans toutes les situations et que ce n'est pas forcément pertinent. Donc, la première idée va être de procéder à une hiérarchisation des espèces exotiques envahissantes en fonction de leurs menaces, que ce soit sur les milieux, sur les espèces, sur la santé ou le bien-être, et j'en oublie, mais aussi de prendre en compte leurs critères notre capacité à les identifier, à les détecter, et puis leur capacité à se propager et à s'implanter sur un territoire. Et on prendra aussi en compte la faisabilité de la gestion pour hiérarchiser et prioriser ensuite les mesures de gestion. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a déjà sélectionné les 2 méthodes d'évaluation, que ce soit pour les espèces végétales et animales. Je laisserai dans quelques minutes, Benoît, vous présenter en quelques mots la méthode d'évaluation pour les espèces végétales. Pour ce qui est des espèces animales, on a sélectionné la méthode nationale de l'UMS Patrinat, qu'on a préalablement testée sur 3 espèces animales en région, que sont donc le gobi à tache noire, le frelon asiatique et le raton laveur. Et donc, à l'issue de ces évaluations, on a le GEST, le groupe d'expertise, a confirmé l'usage de cette méthode. Et donc, on en est maintenant à la constitution de listes d'espèces exotiques sur lesquelles on procédera à ces évaluations. Alors, me revoilà. Je vais laisser Benoît prendre la parole. Alors, comme l'a dit Guillaume, sur cette partie, sur la stratégie régionale, je vais profiter pour faire 2 petits focus sur les actions du CBN en tant qu'acteur de la stratégie régionale. On n'oublie pas évidemment qu'on est un acteur parmi beaucoup d'autres dans cette stratégie. Alors, côté flore concernant la liste d'espèces, il est prévu que nous mettions à jour cette liste à l'échelle des Hauts-de-France en 2021. Alors, vous pouvez vous poser la question du pourquoi avoir sorti le guide avant la mise à jour de la liste des plantes exotiques envahissantes. Alors, pour plusieurs choses. Tout d'abord, la mise à jour du guide était prévue depuis quelque temps. Avant l'évocation de la mise à jour de la liste, on avait prévu cette mise à jour du guide pour plusieurs raisons. Pour intégrer, d'une part, l'évolution de la réglementation, pour y intégrer de nouvelles espèces exotiques envahissantes, et aussi plus concrètement, parce qu'on n'avait plus de stock de l'édition 2015. Mais rassurez-vous, il y aura vraiment très peu de changements par rapport à ce qui est présenté au guide, dans le sens où les plantes exotiques envahissantes avérées resteront avérées. Ça touchera principalement au niveau les plantes exotiques envahissantes potentielles. Alors, concernant la méthodologie de cette hiérarchisation, on ne prendra plus en compte que les impacts sur la biodiversité. D'une part parce que c'est notre cœur de métier, conservatoire botanique, ça nous permettra d'utiliser une méthodologie en tout cas plus carrée et moins sujette à discussion éventuelle. On met donc de côté tout ce qui est impact économique et sanitaire. Donc, en prenant en compte notamment tout ce qui est faisabilité d'éradication, les réglementations, etc. Sachant que tous ces aspects seront pris en compte par la suite dans le cadre de la stratégie régionale, étant donné que ces aspects-là ne concernent pas que le conservatoire botanique et dépendra donc de la stratégie de positionnement politique en fonction de telle ou telle espèce et tel ou tel secteur.
Alors, pourquoi est-ce qu'on met à jour notre liste alors qu'on en a déjà une? L'objectif principal est d'homogénéiser notre liste en faisant évoluer la méthodologie pour y intégrer les préconisations donc, de l'Office français de la biodiversité et prendre en compte également les méthodologies existantes qui ont été utilisées par les conservatoires botaniques nationaux. On prendra donc en compte un certain nombre de critères qui n'ont pas vraiment pris en compte, ou en tout cas un peu moins jusqu'ici, notamment la densité sur les aires de présence, la capacité de propagation, la nature des habitats envahis, donc naturels ou perturbés, le niveau de rareté, et on continuera à prendre en compte les listes des plantes exotiques envahissantes des régions limitrophes. Voilà, je rends la parole à Marie, j'en ai fini avec ce petit focus, on se retrouve un peu après. Merci Benoît. Donc, si je reviens maintenant sur l'axe de gestion et de restauration des écosystèmes, un grand objectif va être de cadrer la gestion. Donc, ça implique dans un premier temps de réfléchir à la faisabilité du développement d'une brigade d'intervention. Donc, ce serait une équipe qui serait saisonnière et qui pourrait intervenir en tout point du territoire dès qu'une espèce serait signalée sur un site et que sa gestion serait considérée comme étant prioritaire. Donc, c'est pour l'instant, disons, une idée qui est en projet et qui pourrait être réalisée à moyen long terme. Mais pour l'instant, on est effectivement qu'à une étape d'étude de faisabilité. Par contre, ce qui a été identifié et ce qui sera nécessaire, ce sera soit de mettre à disposition des outils existants, soit d'en produire de nouveaux en fonction de vos besoins, en fonction de la demande. Donc, ça peut effectivement être des outils comme ceux que le CBNBL produit. Ça peut être aussi des stratégies nationales de gestion ou ça peut être des outils qui seront produits en région, comme par exemple des arbres décisionnels d'aide à la gestion, des fiches espèces, des outils de financement, des outils de clarification de la réglementation. Ça peut être plein de choses en fonction effectivement de ce dont vous avez besoin. Donc, on vous demande de nous faire remonter aussi ce dont vous avez besoin pour vous agir et puis pour gérer au mieux. En ce qui concerne l'axe de gouvernance, ce qui va être extrêmement important, ça va être de coordonner le réseau des espèces exotiques envahissantes parce qu'on est énormément d'acteurs à être impliqués sur cette thématique. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser les échanges, de favoriser la communication entre les structures et entre les acteurs régionaux pour qu'on puisse tous être au courant de ce qui se fait autour de nous et puis qu'on puisse finalement s'aider les uns les autres pour agir au mieux. Donc, l'idée, ça va être ça, c'est-à-dire d'entretenir les partenariats déjà existants et d'en créer de nouveaux, tout en animant chacun nos réseaux. On est tous tête de réseau, donc l'idée, c'est vraiment de relayer l'information auprès de nos correspondants privilégiés pour qu'on soit tous au courant de tout et que personne ne soit laissé finalement au bord de la route sur cette thématique. Et puis, ce qui va aussi être extrêmement important, ça va être d'entretenir les échanges avec l'échelle nationale pour, d'une part, relayer les informations de l'échelle régionale à l'échelon national et inversement, pour également vous transmettre les outils qui seraient produits par l'UICN, par exemple, et puis les nouveautés en termes, par exemple, de réglementation. Alors, en ce qui concerne l'axe d'amélioration et mutualisation des connaissances, ça reprend un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut assurer une veille. On sait que les premières étapes suite à l'introduction d'une espèce dans un milieu, ce sont les étapes les plus importantes, ce sont les étapes durant lesquelles on peut vraiment agir avec le plus d'efficacité. Donc, l'idée, ça va être de structurer ce réseau pour permettre de rendre cette veille la plus efficace possible. D'où le développement d'un nouvel outil d'échange et de partage. Donc, c'est une liste de diffusion dont vous voyez le lien à l'écran. Un outil qui a pour vocation à faciliter les échanges entre les acteurs régionaux, à vous permettre d'échanger, de communiquer et puis de poser des questions, demander des conseils. Donc, c'est vraiment un outil qui va permettre de solidariser le réseau et qui pourra être très, très utile, selon moi, pour effectivement coordonner un peu tout ce qui se passe à l'échelle de la région. Je tiens aussi à préciser que ce n'est pas uniquement un outil qui s'adresse aux acteurs régionaux impliqués dans la gestion des espèces exotiques envahissantes, mais qui s'ouvre vraiment à tous les acteurs impliqués, que ce soit en gestion, mais aussi en communication, en sensibilisation.
Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je vous invite même à vous y inscrire. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, qui est un peu compliqué à retenir, mais de toute façon, vous aurez les diaporamas qui vous seront transmis, donc vous y aurez accès. Donc, le dernier élément, c'est qu'à moyen court terme, donc plutôt courant 2021, il y a un bulletin d'information qui sera également développé, qui permettra de transmettre de la même façon les informations à l'ensemble des acteurs sur ce que vous faites. Ça permettra aussi d'informer vos voisins des actions que vous menez. Et donc, concernant ce bulletin d'information, ce qui est très important, c'est que vous transmettiez ce que vous faites, que vous communiquez. Donc, n'hésitez pas à relayer via mon adresse email notamment ou via le centre de ressources régionales ce que vous faites pour qu'on puisse ensuite l'incorporer dans le bulletin d'information. Je vais laisser Guillaume prendre la parole. Guillaume, tu n'as pas mis ton micro. Excusez-moi pour le petit bug. Voilà, donc je vais venir sur l'axe améliorer et mutualiser la connaissance. C'est un axe qui est quand même aussi très très important dans la gestion des espèces exotiques envahissantes. Benoît vous présentera juste après l'outil FLOR qui est le Digital 2. Moi, je vais plutôt me focaliser sur l'outil Faune. Donc l'idée, c'est vraiment que l'ensemble des acteurs partagent leurs données. Donc, c'est important qu'il y ait tout ce recueil, tout ce que vous pouvez faire sur chacun d'entre vous sur le territoire pour recueillir des données et également les partager pour améliorer la connaissance. Au niveau de la faune, donc, il y a un outil qui a été mis en place récemment, qui est un observatoire des espèces exotiques envahissantes des Hauts-de-France sur la faune, qui est disponible. Donc, en fait, il est basé sur le contenu des bases de données qui est ClickNat côté Picardie et CIRF côté Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, ça vous donne accès à une carto qui reprend des informations sur 17 espèces exotiques envahissantes réglementées, où vous allez retrouver dessus est-ce que l'espèce est présente sur une commune, si oui, combien de fois elle a pu être vue, quelle est sa première année d'observation, quelle est sa dernière année d'observation. Vraiment un outil qui est important parce qu'il nous permet aussi de voir un petit peu l'évolution des espèces sur le territoire. Ça nous permet aussi de mieux comprendre les procédés d'invasion. Ça nous permet d'améliorer aussi la gestion. Donc, c'est vraiment important, là, j'insiste un petit peu sur ce point-là, mais que chacun d'entre vous fasse remonter, que ce soit pour la faune ou pour la flore, fasse remonter ces données dans ces bases de données pour pouvoir améliorer la connaissance. Et là, je vais repasser la main donc, à Benoît, puisque après le côté faune, on va... Alors donc, deuxième petit focus sur ce que fait le CBN, cette fois concernant la connaissance, globalement. Alors, on réalise le suivi d'un certain nombre de stations de plantes exotiques envahissantes, surtout concernant les espèces réglementées. Bon, comme vous le savez, on réalise également la liste des plantes exotiques envahissantes. On participe également au rapportage européen, c'est-à-dire à la remontée d'informations qui remontent donc au niveau européen dans le cadre de la réglementation. Alors, on a également un rôle de centralisateur de données. Donc, non seulement on intègre toutes les données d'observation qu'on a réalisées en interne, mais on a également la chance d'avoir un certain nombre de partenaires et de collaborateurs qui nous transmettent leurs données pour pouvoir les intégrer dans la base de données et ainsi centraliser toutes ces données. On en est d'ailleurs à peu près à 74 000 données uniquement concernant les plantes exotiques envahissantes. Mais je ne peux que vous inciter, vous encourager en tout cas, à nous communiquer vos données via notamment notre outil de saisie en ligne qu'on peut retrouver assez facilement en allant sur le site du Conservatoire botanique. Alors au niveau de la diffusion, les données sont notamment disponibles via Digital 2, notamment avec les cartes d'aire de répartition, mais également au niveau des guides, dans lesquels on retrouve déjà un certain nombre d'informations également.
Alors, autre action que nous menons, nous répondons régulièrement aux sollicitations diverses et variées, que ce soit des services de l'État, des agglomérations, des bureaux d'études, des particuliers, etc. Sur l'identification des plantes exotiques envahissantes et sur les préconisations de gestion. Ensuite, ce sont d'autres acteurs territoriaux qui prennent le relais concernant tout ce qui est assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. Et j'anticipe un petit peu sur la diapo suivante de Guillaume et Marie concernant la communication et la sensibilisation, puisqu'on réalise également des actions de sensibilisation et de formation, notamment auprès du CNFPT, à la demande des agglomérations, etc. Et on participe également régulièrement aux journées techniques et aux colloques sur la thématique. Voilà, je laisse Marie et Guillaume finir. Merci Benoît. Alors concernant le dernier axe, celui de la communication, de la sensibilisation et la formation, donc il y a un plan de communication qui sera produit courant 2021, qui permettra également de prévoir la production d'outils si besoin est, et puis surtout le partage d'outils déjà existants, parce qu'il en existe déjà beaucoup, et puis aussi de prévoir des événements, des journées techniques qui pourraient aussi être intéressantes, comme par exemple des journées techniques entre les acteurs de la gestion et les acteurs de la recherche. Ça pourrait être des événements qui pourraient être organisés en fonction aussi de vos besoins et de la demande. Et je termine sur le Centre de ressources régionales EEE. Donc, c'est un nouvel outil qui sera mis en ligne aujourd'hui, et je remercie le Conservatoire botanique pour nous permettre de communiquer sur la mise en ligne de cet outil aujourd'hui. Donc, c'est un outil d'information et de communication, mais aussi d'échange et de partage, qui comprend énormément de ressources réglementaires, dont l'objectif est vraiment de partager avec vous l'ensemble des ressources disponibles, du moins à l'échelle régionale, et finalement d'être la déclinaison régionale du Centre de ressources nationales. Donc, c'est un outil qui est complémentaire et donc sur lequel vous pourrez retrouver effectivement des informations, des actualités. Vous pourrez aussi utiliser pour avoir accès à, par exemple, qui permettra de renvoyer vers les bases de données du CBNBL ou bien vers ClickNat et vers CIRF. Donc, c'est un outil qui est très complet et on espère que vous l'utiliserez et qui vous sera utile pour vous permettre d'avoir accès à tout ce dont vous aurez besoin. Et donc, je vous ferai une petite présentation dans quelques minutes. Et donc, vous avez ici le lien pour y avoir accès. Donc, de la même façon, vous le tiendrez plus facilement lorsque vous aurez le diaporama. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, plein de questions. Non, mais, merci beaucoup. Une présentation très claire et très intéressante, je pense. Alors, des remarques et des questions. Alors, des questions d'ordre général, mais je pense que je vais les garder pour la fin. Ouais, ça va être plus rigolo, carrément, quand on aura fini. Il y a une question très pratico-pratique où on demande quel budget est disponible pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc là, pour l'instant, il y a eu un premier financement REAL et IFB pour le recrutement d'une animation. Excuse-moi, Guillaume, je te coupe 2 secondes. Est-ce que, Marie, tu peux fermer ton micro? Je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la mise en place de la gouvernance régionale biodiversité, l'idée, effectivement, aussi, c'est de voir un petit peu quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre. Oh, on a perdu Guillaume. Qui revient pas. Ouais, vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon, ça y est. Ok, je disais, donc oui, dans le cadre de la gouvernance régionale, il y a aussi, effectivement, c'est des discussions qui sont aussi abordées dans le cadre des financeurs, mais aussi
L'idée aussi au travers de la stratégie, c'est aussi d'appuyer un petit peu tous les acteurs et de voir avec les différents dispositifs mis en œuvre, peuvent être le FEDER, des lives, des choses un petit peu comme ça, des appels à projets. Enfin voilà, il y a des choses de prévues, mais pour l'instant, effectivement, les premiers financements vont concerner le recrutement de la stratégie. Très bien, merci. Alors, des financements aussi qui vont aux structures expertes régionales. Très bien. Alors après, j'avais une question qui avait déjà été posée sur l'exposé précédent. C'est quelle prise en compte des exotiques envahissants dans les pays limitrophes à la région? Je vais commencer peut-être. Les espèces qui seront prises en compte, notamment lors de la constitution des listes d'espèces exotiques envahissantes, lorsqu'on travaillera sur la hiérarchisation et ensuite la priorisation, sont des espèces qu'on inclura, bien évidemment, pour éviter de ne pas les considérer et s'en mordre les doigts par la suite. Oui, comme je le disais pour la flore tout à l'heure aussi, c'est déjà pris en compte, ces listes sont déjà prises en compte et elles seront toujours prises en compte dans la mise à jour de la liste. Et alors après, c'était des questions vraiment plutôt, on va dire, globalement, alors communication, action des acteurs, etc. On demandait notamment, alors je vais mettre un peu pêle-mêle les différentes idées, est-ce qu'il y aura par exemple de la réalisation de fiches actions, mais qui seront réalisées communément avec différents acteurs? Est-ce qu'il peut y avoir par exemple la réalisation d'un film vulgarisé en termes d'action de communication? Mener par exemple un programme de sciences participatives, mais qui regroupe l'ensemble des espèces, plutôt que d'avoir une multiplicité de plateformes où en fait les gens se perdent un petit peu. Est-ce qu'il y a des projets un peu de ce type-là en termes de communication, de passage à l'action sur ces éléments-là? Sur ce volet-là, il y a un axe effectivement pour la stratégie régionale qui est sur tout ce qui est communication. Donc effectivement, toutes les idées seront bonnes à prendre. C'est aussi un petit peu l'idée de faire partager tout le monde à l'élaboration de la stratégie et notamment lors de cette journée technique. Il y aura tous les acteurs qui travaillent, comme on l'a dit, sur les espèces exotiques envahissantes. Donc il faudra effectivement faire, ce sera un petit peu un brainstorming et il ne faudra pas hésiter à faire effectivement remonter toutes les idées, mais c'est tout à fait possible effectivement de répondre à ces besoins au travers de fiches d'action sur certaines espèces, au travers de plans de communication, au travers de, pourquoi pas, de différentes démarches sciences participatives ou autres. Tout sera bon à prendre et à valoriser dans ce cadre de. Ouais, très bien. Moi, je pense que voilà, comme ça, tout le monde a compris. On est dans l'élaboration d'une stratégie collaborative sur laquelle vraiment il y a matière à donner vos idées, à participer. Il y a énormément de questions, donc il y en a peut-être des fois qui passent un peu à l'as. N'hésitez pas aussi. Vous allez avoir les adresses mail qui vont vous être fournies des différents intervenants. Comme ça, vous pourrez aussi aller directement poser des questions, proposer vos actions, etc. Et puis rentrer directement dans l'échange avec les personnes. Voilà, je vais peut-être laisser poursuivre sur la dernière présentation. Juste un petit mot, en fait, tout à l'heure, il y avait une question sur la gestion des déchets. Si je peux revenir rapidement dessus, en fait, c'est considéré dans le Code de l'environnement comme des biodéchets. Et donc, effectivement, à ce titre-là, la valorisation, elle est rendue obligatoire par le même Code de l'environnement. Voilà pour la valorisation. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous le voyez s'afficher? Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui, c'est bon? Super. Alors, donc, je vais vous présenter le site rapidement. Je ne vais pas vous faire une visite exhaustive, mais du moins vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Donc voilà, donc ça c'est la page d'accueil. Donc effectivement, c'est donc le Centre de ressources des Hauts-de-France espèces exotiques envahissantes. Vous avez accès donc sur le côté à plusieurs sites régionaux, dont le site régional et le Centre de ressources nationales. Donc vous y avez aussi accès via cette page d'accueil du Centre de ressources régionales. Vous avez donc un menu ici sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Et puis, donc, une possibilité de vous inscrire à une newsletter qui permettra effectivement de vous tenir informé des nouveautés sur le site, notamment actualités, nouvelles fiches espèces, etc. Donc, on a un site qui effectivement commence par une présentation du centre de ressources espèces exotiques envahissantes avec une explication de pourquoi nous avons décidé d'en élaborer une déclinaison, puisqu'on a effectivement déjà un centre de ressources national qui est déjà très complet et qui est déjà un très, très beau site, un très bel outil. On a ensuite une présentation des actualités à la suite. L'idée étant effectivement à la fois de vous informer des actualités régionales, mais aussi des grandes actualités nationales, sans pour autant disons, prendre la place du Centre de ressources nationales, mais au moins vous présenter les grandes actualités, ce que vous devriez savoir, avec un accès direct vers la lettre d'information nationale en cliquant sur ce bouton. Donc, par la suite, on a donc 3 rubriques qui vont vous permettre de vous investir, soit en partageant votre expérience, puisqu'une rubrique du site consiste à présenter des retours d'expérience. Donc là encore, on vous sollicitera pour bien partager ce que vous avez fait et puis bien, les aboutissements de ces actions. C'est toujours intéressant pour les autres acteurs d'avoir connaissance de ce qui a été fait, de si ça a marché ou pas. Et donc, voilà, c'est une petite rubrique qui vous permettra de partager vos retours d'expérience. Ensuite, on a une rubrique qui permet de participer à un événement avec des informations sur les événements régionaux. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le webinaire d'aujourd'hui, où il est déjà sur le site. Et puis, une rubrique qui vous donne accès à un partage, un lien vers les bases de données donc régionales. Donc, ça vous permet d'avoir accès direct à ces bases de données. Et puis, donc, comme je l'ai mentionné juste auparavant, donc on a ici, à la fin de la page d'accueil, les prochains événements régionaux avec, donc, comme vous pouvez le voir, le lancement de l'ouvrage à la date d'aujourd'hui et puis un peu plus tard, donc en mars prochain, une journée technique qui sera organisée donc, par le CEREMA. Donc, si je reviens un peu sur le menu, donc on a effectivement les premiers onglets qui vont vous permettre d'avoir accès à des informations générales sur ce qu'est le Centre de ressources des Hauts-de-France, sur la stratégie régionale et ses étapes d'avancement, sur la gouvernance avec effectivement ce qu'est la GREB, quels sont les rôles de chacune des grandes instances, et puis une page en cours de construction sur les acteurs régionaux donc qui renverra vers effectivement vos contacts, vers vos actions et vers votre implication sur la thématique. On a ensuite donc des pages sur les espèces avec donc une page définition et enjeux, une page en cours de construction sur les méthodologies qui ont été sélectionnées pour la hiérarchisation des espèces exotiques envahissantes et une page donc espèces avec des fiches espèces donc, qui sont directement accessibles, notamment donc, les fiches espèces qui ont été élaborées par le CBNBL. Donc, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ces fiches. Donc, pour l'instant, ce sont les fiches du dernier guide, mais très bientôt, elles seront actualisées avec les guides, les fiches du guide 2020. Donc, je vous laisserai visiter, mais par exemple, pour la crassule de Helms, vu qu'on en a un petit peu parlé, vous avez donc ici accès effectivement à la fiche espèce du CBNBL et puis accès à la base de données pour en savoir plus sur sa répartition en région. Et puis, vous aurez aussi ensuite une rubrique grand public et une rubrique avec tous les documents qui sont directement relatifs à cette espèce. Pour la faune, donc on a de la même façon, la même chose. Donc, rapidement, vous avez donc une page avec accès à l'ensemble des fiches qui concernent donc les espèces animales. Et donc, si je prends un exemple, par exemple, pour ce qui est de la grenouilleuse, vous avez de la même façon donc une fiche qui va vous expliquer
sa répartition en régions, qui va vous donner donc accès à la fiche espèce, donc qui renvoie vers le centre de ressources nationales, puisqu'on n'a pas jugé pertinent de reproduire des fiches espèces. Donc, vous avez accès aux fiches du centre de ressources nationales qui sont très bien. Et puis, à chaque fois, une rubrique grand public et une rubrique documents. Donc, vous aurez donc aussi une section gestion avec des préconisations de gestion, une section également sur les retours d'expérience. Donc là, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on a besoin que vous nous transmettiez vos retours d'expérience pour pouvoir enrichir cette rubrique et qu'elle soit la plus effective possible. Une page, donc, réglementation. Donc là, de la même façon, on n'a pas jugé pertinent de vous remettre l'ensemble des textes existants qui sont relatifs à ces espèces parce qu'il y en a énormément et que le Centre de ressources nationales fait déjà une veille réglementaire. Donc, on vous donne accès à certains textes européens et nationaux. Donc, d'autres viendront enrichir cette rubrique, mais vous avez aussi accès directement au Centre de ressources nationales pour plus d'informations réglementaires. Sur ce point-là, par exemple, on retrouvera aussi ce que Benoît a parlé tout à l'heure dans le cadre des arrêtés préfectoraux. On pourra retrouver les différents arrêtés préfectoraux. J'ai un peu d'écho. Je disais, ouais, on retrouvera aussi sur cette page-là les différents arrêtés préfectoraux qui ont pu être mis en œuvre sur le territoire des Hauts-de-France. On trouvera aussi les notes techniques et différents éléments. L'idée, comme l'a dit Marie juste avant, sur tout ce qui est partage des expériences, en fait, c'est aussi que dans chaque coin du territoire, les gens puissent, quand on a une espèce qui est recensée, qui est présente, qu'on ne retente pas forcément des expérimentations qui auront déjà été menées par ailleurs et qui n'auront pas pu donner de résultats. C'est vraiment l'idée de ce centre, c'est vraiment ça, c'est vraiment partager. C'est pas toujours forcément évident de dire on a fait quelque chose et ça n'a pas marché, mais quelque part ça permet aussi à chacun de dire voilà, ça a déjà été testé, ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment aussi l'idée de toute cette rubrique et de tous ces retours d'expérience. Et là effectivement on vous invite très fortement à partager vos expériences pour pouvoir vraiment abonder le centre de ressources là-dessus. Et je vais laisser Marie reprendre. Merci Guillaume. Alors, donc je vais revenir sur les dernières rubriques. Donc ressources, donc vous avez accès à toutes les actualités. Vu que sur la page d'accueil, effectivement, on n'a que quelques actualités qui sont présentées, mais sur cette page, vous avez accès à toutes les actualités publiées sur le site. On a ensuite donc plusieurs pages avec des ressources, notamment donc, sur le volet de communication avec des articles de presse. Vous avez des expositions et des posters qui ont été produits en région, des plaquettes de communication. Vous avez aussi ensuite dans l'onglet connaissances des documents scientifiques et techniques régionaux et nationaux pour les plus importants. Vous avez aussi accès donc à des informations sur les espèces et sur des aides à l'identification. Et puis, un onglet aussi sur la recherche scientifique afin de valoriser également le travail de nos chercheurs régionaux. Et vous avez aussi donc, une page gestion avec, donc vous retrouverez donc, des ressources avec des documents de gestion sur, donc, voilà, vous voyez la flore, mais aussi la faune, et puis des documents un peu plus conséquents en disant qui intègrent toute espèce animale et végétale. Et enfin, le dernier onglet, donc outils, où vous retrouvez donc, ce dont on a parlé au tout début, avec donc, effectivement un accès à un outil qui va permettre de partager votre expérience. Donc, un formulaire qui va vous permettre effectivement d'envoyer vos tours d'expérience et nous, ça nous permettra de le recevoir et de le mettre en ligne et de le partager à l'ensemble des acteurs régionaux. Et puis, vous avez ensuite accès effectivement donc à l'agenda qui reprend les différents événements régionaux. Donc, je vous incite aussi à partager ce que vous faites si vous organisez des formations ou des événements pour qu'on puisse le mettre en ligne. Ça permettra aussi de valoriser ce que vous faites et puis de communiquer plus largement à l'ensemble des acteurs du territoire. Et puis, voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais en tout cas, vous pouvez aussi donc partager vos données avec un accès direct à Digital 2 via un ClickNat et à CIRF en fonction de votre
localisation dans les Hauts-de-France et en fonction de l'espèce que vous avez identifiée. Comme l'a présenté Marie, voilà, l'outil, il a tous ces objectifs-là de communication, de partage, de mise en relation d'acteurs, parce qu'on voit bien au travers de cette stratégie toute l'importance de valoriser ce que chacun fait, mais aussi peut-être de se mettre vraiment en relation. Et sur la page d'accueil, vous avez aussi la possibilité d'accéder à une newsletter, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y aura quelque chose qui sera mis en œuvre, si vous vous inscrivez, vous recevrez une actualité qui dit, voilà, il y a eu quelque chose qui a été mis sur le centre de ressources et ça permet de se tenir informé par le biais d'un mail. Le centre, il n'est pas encore complètement finalisé, on a encore du travail à faire dessus et on compte un petit peu aussi sur tout le monde pour partager un petit peu vos remarques, mais aussi tout ce que vous faites, vous aussi, chacun sur vos territoires. Voilà. On va laisser un petit peu Thibaut reprendre la main, savoir s'il y a des questions par rapport au centre ou d'autres questions par rapport aux différents déroulés ou des questions plus. Oui, merci à vous pour cette présentation. Alors, des éléments, là, dans un premier temps, j'ai envie de dire juste deux remarques, notamment Damien Villota, donc, qui indique que la LPO Nord travaille depuis un moment sur les perruches à collier, et donc où apparemment voilà, il ne retrouve pas mention de ces travaux-là, donc peut-être il y a un rapprochement à faire entre structures pour récupérer ces infos-là. Nathan Guillaume de la CCFI qui indique qu'il a été contacté par Sautravers qui développe une machine pour la gestion de renouée. Donc là encore, je pense qu'il y a des choses à croiser un petit peu pour voir ça. Donc ça, c'est voilà, on est typiquement vraiment là, je trouve, dans l'échange et dans ce qui est justement recherché par rapport à la mise en place de ce centre de ressources et puis de retour d'expérience, etc. Il y a eu alors une question, mais qui a été répondue par rapport aux espèces marines, donc ça, à la limite, vous retrouverez un petit peu. Moi, en fait, ce qui ressort, et puis un peu les éléments de questions qu'il peut y avoir, c'est notamment des questions qu'il y a eu au début sur, au final, est-ce qu'il n'est pas illusoire de gérer les exotiques envahissantes? Est-ce qu'en fait, la nature, est-ce qu'on ne serait pas mieux de laisser faire la nature et essayer d'avoir cette adaptation-là? Et est-ce que la gestion est toujours la meilleure solution? Voilà, un peu les deux types de questions qu'on retrouve un peu. Vaste question. Alors, est-ce qu'il est illusoire de gérer les exotiques envahissantes? Alors, le problème avec les exotiques envahissantes, c'est qu'elles ne sont pas les seules, elles ne correspondent pas aux seules perturbations en fait que la flore et la faune, à laquelle la flore et la faune font face. On peut citer tout ce qui est, enfin, les actions humaines en général les mettent déjà pas mal sous pression. Donc, le fait d'avoir les exotiques envahissantes n'arrange rien. Je pense que c'est nécessaire quand même d'agir, même si effectivement, pour bon nombre de ces espèces, on ne cherche pas à les éradiquer, mais au moins à limiter leur développement. Pour justement éviter qu'elles explosent de trop en fait sur notre territoire. Voilà, donc je pense réellement qu'il y a quand même quelque chose à faire dessus. Il faut pas laisser faire. J'avais cru voir la deuxième partie de la question justement qui indiquait que peut-être que effectivement il y allait avoir un équilibre en tout cas qui allait se faire et que les exotiques envahissantes allaient finir par s'intégrer dans ce nouvel écosystème et donc allaient devenir moins envahissantes du coup. Le problème, c'est que effectivement, c'est possible. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas à quelle échelle de temps ça risque de se produire. Donc, en attendant, pour éviter que les impacts associés ne soient trop importants, il est quand même préférable d'agir et encore une fois de limiter leurs impacts. Ouais, alors, je vais rebondir un petit peu. Vas-y, Guillaume, je t'en prie. On va juste compléter un petit peu. On voit par exemple dans le cadre de ce que j'ai cité tout à l'heure sur le Xenoplis, par exemple, si on est dans le cadre d'une détection précoce, là, effectivement, c'est intéressant et au contraire, il faut agir. Après, il y a peut-être aussi
des questions à se poser en fonction des différents milieux. C'est-à-dire que si on est sur des hotspots de biodiversité, c'est quand même intéressant. On peut le voir sur les plantes qui vont former des herbiers monospécifiques où il n'y a quasiment plus rien d'autre. Donc, quand il y a de la flore patrimoniale ou des choses comme ça, il peut être quand même intéressant, même si on ne peut pas viser l'éradication comme l'a dit Benoît, mais de limiter et pour ne pas avoir ces pertes d'espèces patrimoniales. On a un petit peu la même chose aussi sur la faune avec différents processus de compétition, des choses comme ça. Donc c'est vrai que la question elle est posée, mais je pense que dans certains cas, il est intéressant effectivement de mettre en place une lutte. Ouais, et on retrouve un petit peu alors des réponses aussi dans le chat, notamment avec une idée justement de priorisation des sites et de gestion et de focaliser en fait son travail de gestion en priorisant vraiment l'intérêt patrimonial du site et puis l'impact que peut avoir l'espèce là-dessus. Il y a, alors je vais rebondir parce qu'il y a des choses qui font un peu écho, notamment des discours, des choses qu'on entend, et je vous le partage pour que ça puisse faire évoluer un petit peu. Je pense notamment à de la gestion de renouée du Japon. Alors, c'est une espèce dont on parle énormément. Et il y a des voix qui disent qu'à un moment donné, peut-être la renouée du Japon, si on ne la gère pas, et en laissant un endroit, en fait, en gérant l'espèce, on favorise son développement parce qu'on crée une perturbation qui va favoriser son développement. Et qu'au final, on se dit, il est peut-être mieux de rien faire. Et je pense que ces questionnements-là, de gérer ou pas, il y a parfois ces nuances-là qu'on entend à droite à gauche sur un sujet. Voilà, sur un sujet. Comment vous positionnez par rapport à ça? Alors, c'est vrai que concernant la renouée, au final, la non-intervention, c'est une préconisation de gestion qu'on préconise régulièrement, justement, pour éviter, plutôt que de faire une mauvaise gestion, il vaut mieux pas la gérer du tout, d'autant plus que alors, d'une part, le fait qu'on ait autant de renouées du Japon le long des bords de route, c'est lié à une mauvaise gestion depuis un certain nombre d'années, lié au girobroyage qui balance un peu partout des petits bouts de tiges qui finissent par former de nouveaux massifs. Donc c'est vrai que clairement, plutôt que de mal gérer ces espèces, il vaut mieux ne pas les gérer. D'autant plus que la renouée du Japon, c'est vrai qu'elle est pas, elle n'arrive pas à se reproduire de manière sexuée. Je dis bien la renouée du Japon. Il y a d'autres renouées asiatiques qui en sont capables, mais la renouée du Japon est stérile. Donc, à partir du moment où on ne l'aide pas à se développer, en tout cas à se répandre, logiquement, elle reste plus ou moins où elle est, même si les massifs ont tendance à grossir progressivement, ça reste quand même beaucoup plus léger que si on l'aide à se développer un peu partout, quoi. Oui, merci. Alors, je regarde en même temps par rapport aux réactions qu'il y a en même temps sur le chat, etc. Donc, effectivement, après, bon, il y a des notions d'hybridation, de renouée. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que sur les espèces exotiques envahissantes, il n'y a pas une manière de faire globale où on peut dire j'ai cette espèce, j'agis de telle manière. Il y a une prise en compte générale à avoir et en fonction du site, en fonction des capacités qu'on a à gérer ou pas. Ça ne sert à rien d'aller gérer si au final on sait qu'il n'y aura pas le suivi derrière, on risque de faire pire que mieux, ou d'intervenir de la mauvaise des manières. Donc il y a une prise de recul à avoir, vous me direz après si je me trompe, mais j'essaie de résumer un petit peu. Il y a une prise de recul à avoir sur le fait d'avoir une présence d'espèces et que en fait, cette espèce est présente, je prends du recul, je contacte des structures expertes, je regarde sur le centre de ressources, etc. Je prends de l'info, je me fais accompagner pour avoir la meilleure intervention ou non-intervention possible pour gérer cette espèce-là. Voilà. Globalement, ça résume un petit peu, je pense. Vous me direz si vous êtes d'accord. Et alors, beaucoup d'espèces horticoles. Et alors après, effectivement, on a des problématiques de nouvelles espèces qui s'installent, enfin, qu'on utilise notamment en horticulture, qui potentiellement pourraient, mais alors là, on évoque souvent des chiffres, notamment d'une espèce sur 1000 qui potentiellement devient exotique envahissante. Donc, ces aspects-là sont aussi à relativiser, notamment par l'introduction d'espèces horticoles ou d'autres espèces. Voilà, mais je pense qu'il y a vraiment une prise de recul et une réflexion à avoir avant d'intervenir tête baissée. Voilà, vous me contredisez ou pas. Allez-y, je vous en prie.
Oui, je vais continuer. Effectivement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend, enfin, au niveau des préconisations de gestion, ça dépend vraiment de la situation des stations observées. Comme je le disais, il y a toujours des ajustements à prévoir. Ça, c'est clair. Je vois qu'il y a une question sur l'intérêt du pâturage sur la renouée. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des vaches qui pâturaient la renouée. Je sais qu'il y a des chèvres, en tout cas. Oui, c'est un bon moyen en tout cas de gérer la renouée. Ça ne l'éradique absolument pas, néanmoins ça la fatigue et ça lui évite de prendre trop de place. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, les horticoles. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? D'une part, il y a la réglementation qui maintenant euh, interdit la vente d'un certain nombre d'espèces et c'est un bon début. Après, il est difficile de travailler avec le milieu horticole là-dessus, hein, vu des discussions au niveau national. C'est pour le moment, en tout cas, très compliqué de prévoir des mesures pour vérifier en tout cas le comportement de certaines espèces avant de les vendre. C'est sûr que pour le moment, ce genre de choses n'est pas vraiment envisageable. Donc, ne serait-ce que déjà la réglementation qui interdit la vente d'un certain nombre d'espèces, c'est un début. C'est déjà ça en tout cas, et c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait il y a une décennie où il n'y avait que la Jussie qui était interdite de vente, quoi. Donc, ça progresse. Très bien. Alors, je regarde un petit peu. Alors, on a d'autres questions également, mais c'est effectivement des questions un petit peu au fil de l'eau. Donc, peut-être on peut, je pense, passer à la conclusion. Clémence, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, une question juste qui vient d'arriver. Prise en compte des exotiques envahissantes et réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a déjà des travaux de mener là-dessus? Est-ce qu'il y a des réflexions, des pistes de travail ou pas? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas grand chose pour le moment. Au niveau national, notamment l'UICN, donc qui est présent et qui répond une fois de temps en temps aux questions, pourra peut-être ajouter des choses. Euh, Globalement, au niveau de la faune et de la flore, il y a encore énormément de boulot à faire concernant le changement climatique, pas uniquement concernant les plantes exotiques envahissantes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que globalement, avec le changement climatique, il y a un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes du sud de la France qui vont se rajouter aux exotiques envahissants qui sont présentes actuellement chez nous. C'est en tout cas ce qu'on peut dire globalement, ce qui fait que le changement climatique n'aura pas tendance à améliorer les choses concernant cette thématique. Ok, alors après, bon, il y a encore des aspects de mise en contact. Et encore une fois, là, par rapport au retour, etc., toute la partie conversation est enregistrée. Et là, on va le faire dans le sens inverse. C'est les différents intervenants qui auront et du coup, qui vont pouvoir avoir les contacts et qui pourront refaire les prises de contact si besoin, etc. Voilà, pour information à tout le monde. Oui, si je peux juste Oui, ajouter je t'en quelque prie. chose, juste pour répondre rapidement à une petite question qui demandait où est-ce qu'on envoie les retours d'expérience et toutes les ressources. Voilà, donc vous aurez mon adresse email, donc c'est vers moi que vous pouvez orienter tous ces documents pour que je puisse ensuite les mettre sur le centre de ressources. Voilà, très rapidement. Ok, très bien. On peut, je pense, passer à la conclusion. Et puis après, je pense qu'il y aura de toute façon encore des retours qui vous arriveront, notamment par la lecture de la brochure sur le site internet, etc. Et puis après, les différents contacts, hein, où il ne faudra pas hésiter à revenir vers les différents intervenants pour continuer à poser vos questions et puis pour partager vos retours d'expérience. Je te laisse la parole, Clémence. Bah oui, nickel, on est dans les temps, donc parfait. Donc merci à tous les intervenants, donc Benoît, Marie, Guillaume et Thibaut pour les questions. Merci aussi à tout le monde d'avoir participé au webinaire. Donc pour les questions, n'hésitez pas à nous les envoyer au conservatoire, donc info au pluriel @cbnbl.org, et on pourra aussi se charger de redispatcher les questions aux intervenants. Je pense que ça peut être une solution pratique comme ça. Donc, le kit sera disponible d'ici la fin de la semaine pour ceux qui n'ont pas entendu l'info, donc en ligne. Si vous voulez le commander en version papier, il est gratuit, mais il y a des frais de port de 10 €.
Donc, vous allez pouvoir retrouver le bon de commande prochainement. Il est déjà en ligne dans une de nos actualités, mais on refera une actualité pour que vous le verrez bien. On peut aussi déposer des cartons de guide dans les structures partenaires. Donc voilà, on peut voir ensemble comment s'organiser. Donc à la fois à Bailleul, mais aussi dans nos antennes à Amiens et à Rouen aussi. Voilà, merci encore. Donc tout ça sera disponible sur nos réseaux sociaux. Donc abonnez-vous, suivez-nous, abonnez-vous à notre newsletter aussi. Donc si vous voulez suivre toutes nos infos. Voilà, bonne continuation, bonne journée et voilà, le webinaire est terminé. Merci.